tous, bonjour les amis. On va parler dans cette vidéo de la question des apports de matière carbonée dans le sol, de la fin d'azote, et puis on terminera par la dinde au marron, parce que c'est quand même un sujet d'actualité. Alors, avant de parler de fin d'azote, on va commencer par aborder la question du trop d'azote, parce qu'en réalité, dans l'agriculture moderne conventionnelle, avec les engrais azotés type ammonitrate, on alimente les plantes effectivement, mais en même temps on alimente aussi la pollution des nappes phréatiques. Donc le trop d'azote, il est aussi un problème récurrent dans notre société, et plus que le problème de la fin d'azote. Alors je vais commencer par une petite anecdote qui remonte à mon enfance. Donc j'ouvre la boîte à souvenirs et dans la ferme de mes parents, il y avait un point d'eau qu'on appelait une fontaine, c'était la fontaine, et qui était alimentée par une petite source qui se trouvait dans un vallon sous un petit bois, et au-dessus du petit bois il y avait des champs, et en dessous il y avait la rivière, donc dans une espèce de vallon. Et c'était en fait l'endroit où on allait chercher de l'eau potable. Enfin, on allait chercher de l'eau potable. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore... le réseau d'adduction d'eau n'était pas encore arrivé jusqu'à la ferme. Et donc il y avait des puits, mais qui n'étaient pas considérés comme ayant de l'eau potable. Par contre, cette source, cette petite fontaine, elle était considérée comme eau potable. Autre anecdote dans l'anecdote, moi en essayant d'attraper des libellules enfant, je suis tombé dans ce trou d'eau. J'ai bien failli me noyer d'ailleurs. Enfin bon, je ne serais pas là à raconter ça si j'avais pas réussi à m'en sortir. Et bon, la pollution que j'avais faite, de mon point de vue, était très 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 légère. Alors, ce qui s'est passé par rapport à cette fontaine, et donc je développe un petit peu, c'est que les champs qui étaient au-dessus du petit bois, donc appartenaient à un agriculteur qui travaillait également dans une porcherie. Alors c'était un atelier, c'était pas les porcheries industrielles de maintenant, mais c'était un peu le début quand même. Et donc il avait la possibilité de récupérer du lisier, donc du lisier de porc, hein, ce sont les déjections essentiellement liquides. Il y a très peu de paille en fait c'est dans le fumier de porc qui sort de ces ateliers, c'est ce qu'on appelle le lisier. Hein. Et donc, il en a mis sur ses champs. Effectivement, tout de suite, l'herbe est devenue vert foncé. Ça a boosté énormément, hein, c'est ce qu'on dit, l'azote, hein, ça booste la végétation, c'est clair. Après, ça crée aussi des problèmes hein, de maladies sur les plantes, parce qu'elles sont quand même très déséquilibrées, elles sont plus facilement attaquées par tout un tas de ravageurs. Mais bon, ça a été le début, en fait, par rapport à cette fontaine, qui avait de l'eau potable. Eh bien, à partir de là, l'eau n'était plus potable, c'est clair, très rapidement. La fontaine a été polluée, et donc, bon, entre-temps, le réseau d'eau est arrivé à la ferme, donc voilà, on avait quand même une source d'eau. Mais bon, simplement pour montrer, et pour vous parler de problèmes qui peuvent venir non seulement des engrais qu'on peut appeler industriels, hein, ceux qui sont des engrais minéraux, et de ces engrais naturels, hein, puisque finalement ici, là, on a des engrais naturels. Le lisier, c'est des déjections, c'est une espèce de fumier. On autorise tout un tas d'engrais organiques hein, qui sont le sang séché, la corne broyée, le guano, on peut avoir aussi des fientes de poules, hein, pour ceux qui ont des petits élevages. Et les fientes de poules, c'est plutôt en général, hein, sauf si on rajoute de la paille avec les poules. Mais moi, le souvenir que j'en ai, c'est quand même que les fientes de poules, c'était vraiment très très... Il n'y avait quasiment pas
Il n'y avait pas de paille avec, et donc c'était quelque chose de très concentré. Et c'était pas recommandé d'ailleurs à l'époque, les anciens ne recommandaient pas de mettre ça au jardin. Donc on peut très bien l'utiliser, mais à petite dose. Ces engrais naturels, très azotés, peuvent de la même façon que le lisier qui avait été épandu sur les champs, ils peuvent polluer également. Donc on peut très bien faire du jardinage bio en étant toujours en se disant il faut mettre de l'azote, il faut mettre de l'azote, il faut mettre de l'azote, il faut enrichir le sol, il faut enrichir le sol, et puis finalement polluer à notre petit niveau de jardinier les nappes phréatiques. Bah, évidemment, hein, c'est epsilon hein, mais bon, on participe donc à cette folie collective. Et la question qu'on peut se poser quand on est jardinier, justement, c'est de se dire comment trouver le bon dosage d'azote par rapport au jardin, par rapport au potager. Moi, je sais que c'était un des soucis que j'avais dans ma période précédente où je travaillais seul, parce que j'ai aussi un sol qui est à dominante sableuse, donc avec du lessivage. Et donc, si vous avez des sols qui lessivent, si vous utilisez massivement des engrais organiques azotés, bien vous aurez forcément du lessivage, vous aurez une partie de l'azote qui partira voilà, comme ça vers les nappes phréatiques, donc les nitrates. Alors pour éviter ça, eh bien, on peut, et c'est ce qui est recommandé d'ailleurs en général, c'est d'essayer d'équilibrer les apports, de faire du carbone-azote, des apports équilibrés, type compost, etc. Sauf qu'en général, on en rajoute toujours un peu trop et que c'est pas très satisfaisant comme démarche. Et moi, j'avais beaucoup de mal quand même à savoir où j'en étais quoi, dans mes apports de est-ce que c'était trop azoté ou pas assez. Alors qu'en réalité, si on regarde bien dans les jardins, il y a très peu de problèmes de manque d'azote. Hein. J'ai jamais vraiment vu des jardins qui avaient ce souci-là. Par contre, j'en ai vu effectivement qui étaient envahis par des pucerons en permanence, avec des légumes qui sont fragiles finalement par excès d'azote. Mais revenons au sujet de la vidéo, après cette longue digression sur le trop d'azote. Est-ce qu'il n'y a pas, dans certains cas, également des problèmes quand on amène trop de carbone dans le sol? Alors, ce qui a motivé cette vidéo, c'est une vidéo que j'ai regardée sur une chaîne qui s'appelle Le Goût du Rêve. Et c'était une vidéo intéressante où étaient interviewées trois personnes qui ont une certaine influence, on va dire, dans le milieu agricole, c'est-à-dire Gérard Dussert, Éric Petiot et Laurent Welch. Et donc je vais ici partir un peu sur le fil rouge du questionnement qui était fait aux trois personnes, et je vais partir sur le fil rouge du questionnement de Gérard Dussert, parce que là j'ai suivi un petit peu ce qu'il dit par rapport à l'agriculture, et je trouve que ça résumait assez bien les questions qui étaient posées. Et les réponses qu'il donnait sont intéressantes à ce niveau-là. Alors lui, en gros, ce qu'il dit, c'est que des pratiques comme celles qui ont été développées par le maraîchage sol vivant, des choses qu'on peut voir sur la chaîne Vers de Terre Production, peuvent dans certains cas poser problème. Donc en résumé, on a presque une méthode qui est on amène de grosses quantités de matière organique carbonée dans le sol. Alors on a éventuellement une petite fin d'azote au départ, et puis ensuite on relance en fait l'activité biologique du sol par ce moyen, par cette méthode. Donc ce que dit Gérard Dussert, très intéressant, c'est que ça dépend, en fait c'est le titre de la vidéo aussi, ça dépend de l'état du sol, qui peut très bien avoir très très peu de matière, le taux de matière organique peut être très très faible, il y a des sols qui sont quasiment détruits, et si on est dans ce cas de figure, on peut avoir des blocages, en fait, on peut avoir des
On peut amener de la matière organique et puis en fait celle-ci ne va pas du tout relancer l'activité biologique, au contraire, elle risque de bloquer le sol, elle risque de se transformer dans ce qu'il appelle la matière organique fossile, qui a quand même un avantage, c'est ce qu'il dit également, c'est que ça permet quand même de faire un peu éponge, donc de constituer des réserves d'eau en cas de sécheresse. Alors évidemment, ce n'est pas le but recherché de bloquer un sol ou voilà, en amenant des quantités importantes de matière carbonée. Alors par contre, tout ceci se passe finalement sans qu'on voit très bien quelles sont les méthodes suivies. Est-ce que c'est de l'incorporation dans le sol? C'est en fait ça à 90%. Ou alors est-ce que c'est du dépôt de matière organique carbonée sur le sol en litière, comme moi je pratique. Et en fait, toute la critique est faite par rapport à l'incorporation dans le sol. Effectivement, on peut assez facilement comprendre que dans certains cas, on va avoir des problèmes si la vie biologique est quasiment absente du sol. Et on ne va pas forcément s'en apercevoir puisqu'on enfouit la matière organique. Alors, dans mon cas de figure, j'amène effectivement des grosses quantités de matière organique. Vous avez pu le voir si vous suivez mes vidéos. Et c'est essentiellement de la matière organique hautement carbonée, comme par exemple les feuilles mortes. En fait, moi je constate au fil du temps si ce carbone est assimilé par le sol ou ne l'est pas. En fait, c'est tout simple. Quand vous l'apportez en litière, eh bien, si l'année suivante il est toujours présent en même quantité, ça veut dire que le sol ne l'a pas du tout digéré. Ça peut arriver sur des périodes sèches. En général, on en amène pas mal. L'essentiel de l'apport est fait à l'automne. Et au printemps, on voit que la couche de litière a diminué en épaisseur considérablement. Puis ensuite, on va réutiliser tout au long de l'année en paillage et donc ça va finalement disparaître assez vite. Donc moi, ce que je constate dans mon potager, dans mon jardin, c'est que finalement la digestion que le sol fait de la matière organique va quand même assez vite. Mais je l'avais indiqué dans une autre vidéo, au départ j'avais plutôt mis des matières style foin qui sont quand même moins carbonées que d'autres matières comme les feuilles mortes ou comme quand on va vers le bois ou quand on va vers la paille où on atteint des rapports carbone-azote élevés. Donc il y a un rythme effectivement et l'avantage donc de la méthode de ne pas travailler le sol et d'amener en litière comme ça sur le sol, c'est qu'on peut visualiser effectivement si les matières carbonées sont assimilées ou si elles ne le sont pas. À partir du moment où on incorpore dans le sol, effectivement, on n'a plus cette possibilité-là. Mais de toute façon, on va me dire, bien même si on amène des matières carbonées comme ça sur le sol, on va avoir ce problème de fin d'azote. Alors, pourtant, les jardiniers savent en général que certaines plantes sont capables de se débrouiller sans apport d'azote par le jardinier. Parce qu'en fait, elles vont quand même récupérer de l'azote, mais elles vont le récupérer dans l'air. Et ce sont bien les légumineuses. Alors, j'ai lu quelque part, je ne me rappelle plus la référence, mais que certaines autres plantes que des légumineuses avaient dans leur génétique cette possibilité-là, qui n'était pas toujours utilisée. D'ailleurs, les légumineuses également, si on leur apporte beaucoup d'azote, type ammonitrate, elles vont très peu utiliser cette faculté qu'elles ont d'aller chercher l'azote de l'air. Mais donc, si on n'amène pas d'azote à nos légumineuses, elles sont capables d'aller chercher l'azote nécessaire à leur croissance dans l'air. Alors, c'est par le biais de bactéries, c'est ici que les bactéries rentrent en jeu. C'est un genre particulier qui vit en symbiose avec les plantes, les rhizobiums. Et ces bactéries sont tout à fait capables, effectivement, d'aller chercher d'utiliser l'azote présent dans l'air. Et par contre, ce qui est très peu connu, et qui est pourtant, à mon avis, très important, c'est qu'il existe d'autres bactéries du type azotobactère,
qui sont des bactéries qui sont présentes dans la rhizosphère, c'est-à-dire dans la couche supérieure du sol, et qui sont capables, à condition qu'on leur amène des matières carbonées, donc du sucre, donc des litières, qui sont capables également d'aller chercher l'azote de l'air pour faciliter la décomposition de ces matières. Et donc enrichir en quelque sorte en azote cet apport. Puisque la fin d'azote, finalement, c'est quand on introduit des matières carbonées dans le sol et que pour les décomposer, eh bien, on est obligé d'utiliser l'azote déjà présent dans le sol et donc au détriment des plantes. Dans le cas de figure des bactéries de type azotobactère, c'est l'azote de l'air qui va aider à cette décomposition. Et donc c'est un apport supplémentaire, gratuit, qui est fait donc ici d'azote et qui finalement est utilisé très largement, on peut le voir, dans le fonctionnement normal de la nature. Parce que dans le cycle du végétal, comment ça se passe? On a une plante qui va faire sa croissance, qui va mourir à un moment donné, qui va retomber sur le sol. Et là, au moment où elle retombe sur le sol, c'est essentiellement de la matière carbonée. Et puis ensuite, il va y avoir de nouveau et une fertilité qui va comme ça se constituer par le biais de ce cycle végétal. Et il n'y a aucun apport de sac d'ammonitrate ou de quoi que ce soit. Donc ce système naturel, qui est quand même une loi générale, fonctionne alors avec de différentes façons, mais ces fameuses bactéries qui sont capables de fixer l'azote de l'air, elles sont mises à contribution dans les litières. Et alors c'est très peu documenté en fait dans la littérature, on a assez peu de choses. On les appelle des bactéries libres fixatrices d'azote, contrairement aux bactéries qui fonctionnent avec les légumineuses, qui elles sont en symbiose, donc ce sont deux genres de bactéries différentes. Et donc je suppose que dans ma façon de faire mon potager maintenant, sans travail du sol, en amenant des litières importantes carbonées, eh bien je mets à contribution effectivement ces bactéries de type azotobactère. Et dans ce cas-là, il n'y a pas la fin d'azote, puisque ça ne se fait pas au détriment, en tout cas très peu, des plantes qui, elles, vont chercher en profondeur, avec leurs racines, ce dont elles ont besoin. Alors voilà, ces bactéries, on en parle très peu. Alors on en parle quand même sur Vers de Terre Production, sur ces bactéries. Mais autrement, dans la littérature, il y a, comme d'ailleurs sur l'ensemble de la vie du sol, il y a très peu de choses finalement. Et donc on est un peu dans l'inconnu sur eh bien, les conséquences qui peuvent venir comme ça de méthodes appliquées un peu trop brutalement, peut-être en incorporant comme ça des trop gros volumes de matière carbonée dans le sol. Moi, je pense que si on se limite à suivre le cycle qu'utilise la nature, qui fonctionne depuis la nuit des temps, eh bien on n'a pas trop de crainte à avoir. On aura peut-être donc des choses qui vont aller plus lentement, mais on est sûr qu'on ne va pas avoir, avec moi ma façon de faire, je suis sûr de ne pas avoir d'excès d'azote, de pollution par ce biais. Et finalement, je ne constate pas non plus de fin d'azote depuis les 3 ans que je suis cette méthode. Bon, voilà, c'est pas non plus... je ne peux pas en faire une loi générale. Mais c'était un des points qui manque, il me semble, dans la vidéo en question, qui est par ailleurs très intéressante, par rapport aussi à cette pratique de ne pas travailler seul. Parce qu'en fait, en général, quand on aborde au niveau du maraîchage ou des grandes cultures, le non-travail du sol, il reste quand même un certain nombre de travaux superficiels du sol. Donc
je mène l'expérience jusqu'au bout, c'est-à-dire, ben non, je ne travaille absolument pas seul. Et des fois, ça me pose d'ailleurs des problèmes parce que je me dis comment je vais faire, etc. Mais j'y arrive quand même. Et je vous montre ça dans mes vidéos, donc vous voyez que ça fonctionne quand même assez bien. Je ne garantis pas que dans tous les types de sols, tout ça, il n'y aurait pas des problèmes différents qui peuvent survenir, parce qu'en fait, il faut toujours ramener ça à son type de sol. Moi, je sais que quand même, j'y suis allé tranquillement, c'est-à-dire dans un premier temps en mettant pas trop carboné. Donc voilà, sur une année progressif avec du foin, et puis ensuite de plus en plus. Et j'ai même mes allées qui sont en plaquettes de bois, donc vous voyez, c'est des déchets vraiment du bois là. Et alors là, s'il y a une petite fin d'azote là, certainement sur cette épaisseur-là, c'est bien possible. Ça m'arrange plutôt, mais en fait, ce que je constate, c'est que très rapidement, c'est digéré par le sol et que finalement, ça va même un peu trop vite, hein, la digestion par le sol, par toute la vie biologique du sol. Quand on a un métier qui est maraîcher, qui est agriculteur, où on va tout miser sur une méthode, et puis si on se plante, hein, littéralement, effectivement, c'est très grave. Et alors qu'un jardinier du dimanche comme moi, bon, voilà, nous dans nos jardins, si on se plante, c'est pas trop grave quand même. Mais pour ma part, je n'ai pas constaté vraiment de problème avec ces apports massifs de carbone à partir du moment où on les amène en surface du sol et où on ne les incorpore pas dans le sol. Alors voilà, donc cette vidéo c'était donc sur ce sujet-là, parce qu'on est en hiver quasiment, et puis que voilà, c'est l'occasion de réfléchir un peu à tête reposée par rapport à nos pratiques de jardinage. Alors pourquoi je parle de la dinde au marron? Eh bien parce que dans cette vidéo, Gérard Dussert, à un moment donné, il prend l'exemple pour montrer ce qui peut se passer quand un sol qui n'est pas en capacité de digérer un apport massif de matière carbonée. L'image qu'il prend, c'est celle du nourrisson, et il dit, eh bien, vous n'allez pas donner d'emblée de la dinde au marron à un nourrisson. Alors il est clair que si un nourrisson ingurgite de la dinde au marron, il risque d'avoir quelques petits problèmes. Par contre, si on laisse la dinde au marron sur la table, tout le monde va se servir, et peut-être pas lui, et donc ça se passera très bien. Enfin bon, je trouvais que c'était d'actualité, et plutôt cette anecdote était plutôt amusante. Et donc on va terminer cette vidéo là-dessus. Je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël avec ou sans dinde au marron, suivant les goûts et les tripes de chacun. Et puis pour ma part, je vous dis à la prochaine vidéo, et surtout, eh bien, portez-vous bien.